vraiment quand les projecteurs s'éteignent. Karen Cheryl, autrefois la princesse de la pop française, star de la télévision et chouchoute des médias, a aujourd'hui plus de 70 ans. Mais derrière son ascension glamour se cachent des trahisons personnelles, des chagrins d'amour dissimulés et des réinventions douloureuses. Elle a passé des décennies sous le regard du public, jugée pour son apparence, ses choix et même son vieillissement. Et bien qu'elle ait finalement trouvé la paix loin de la célébrité, son histoire reste celle d'une tristesse silencieuse née d'une vie vécue sous les feux de la rampe. Voici la vérité derrière les gros titres, Karen Cheryl, comme vous ne l'avez jamais vu. Un rêve sans aucune garantie. Karen Cheryl, née Isabelle Morizet en 1955 à Saint-Germain-en-Laye, en France, n'a pas connu une enfance que l'on qualifierait de classique. Dès son plus jeune âge, elle manifeste une énergie débordante et un amour profond pour la musique. Élevée dans une famille modeste mais encourageante, Isabelle s'est poussée à suivre ses passions, même si personne n'imaginait vraiment jusqu'où elle l'amènerait. Enfant, elle se plonge dans les arts, chant, danse et surtout batterie. Choisir la batterie n'est pas courant pour une petite fille, mais Isabelle ne cherche pas à entrer dans les cases. Elle s'entraîne sans relâche jusqu'à décrocher le premier prix du Conservatoire de musique de Saint-Germain-en-Laye. Elle mentionnera plus tard qu'elle a partagé ce prix avec un garçon, qui deviendra le batteur de Johnny Hallyday. Une coïncidence modeste, mais marquante, dans une vie bientôt pleine de surprises. Sa formation musicale continue sous la tutelle de son oncle, Jean-Louis Vial, batteur de jazz renommé. Grâce à lui, elle enregistre sa première maquette, accompagnée de musiciens de jazz professionnels. Ces enregistrements capturent un talent brut, naturel, une étincelle indéniable chez la jeune Isabelle. Pourtant, rien n'était encore gagné. Après le lycée, elle obtient son baccalauréat avec une simple mention passable et commence à envisager une carrière dans la recherche scientifique. La musique a toujours été son amour, mais la stabilité semblait plutôt se trouver dans un laboratoire que sur une scène. Puis, le destin intervient. Cette vieille maquette de jazz refait surface et tombe entre les mains de l'éditeur musical Max Enfou. Séduit, il organise une audition avec Claude Carrère, le producteur à succès derrière Cella. Carrère cherchait alors la prochaine grande star. Mais ce n'est pas Carrère lui-même qui la découvre, c'est son assistant, Amber Petrucci, plus connu dans le métier sous le nom de Mime Ibach. Il perçoit en la jeune fille de 19 ans quelque chose que d'autres n'avaient pas vu. Pas seulement un joli minois ou une voix acceptable, mais une véritable étoile en devenir. Fin 1974, elle auditionne et tout bascule. Dès cet instant, Isabelle Morizet disparaît du regard du public. Elle devient Karen Cheryl, entrant dans l'univers imprévisible et étincelant de la pop française. Mais derrière le glamour qui allait suivre, se cachaient des années d'incertitude, de conflits intérieurs et de sacrifices silencieux. Elle avait tourné le dos à un avenir classique, pour un rêve sans aucune garantie. La montée d'une reine du disco. Ses premiers singles se vendent modestement, mais lui permettent de rester présente dans les médias. En 1976, elle adopte officiellement le nom de Karen Cheryl et sort le single disco Sing to Me Mama, qui devient un succès et la propulse au rang de star nationale. Ce succès s'accompagne d'une transformation visuelle. Elle coupe ses longs cheveux pour adopter une queue de cheval haut emblématique par se former à New York pour perfectionner ses talents de scène et adopte une image plus glamour et américanisée. Dès lors, sa carrière semble irrésistible. Des tubes comme Show Me Your Man Enough, des émissions de télévision en prime time et un flux continu d'albums fondent l'un des visages les plus reconnaissables de la pop française. Mais cette réussite a un prix. Derrière le maquillage,
Les projecteurs et les rythmes accrocheurs du disco, Karen est une jeune femme soumise à une pression immense pour se conformer. Son image, sa musique, même la langue dans laquelle elle chante, tout est décidé pour elle. Ibach, comme beaucoup de producteurs de cette époque, traite ses artistes moins comme des partenaires que comme des produits. Karen est marketée comme douce, mais sexy, accessible tout en étant idolâtrée. Et si elle sourit sur scène, en coulisses, elle se lasse des contraintes. Le début des années 1980 lui apporte à la fois des sommets professionnels et des désillusions personnelles. En 1980, les légendes de la télévision, Mariti et Gilbert Carpentier, lui proposent une émission numéro 1 très convoitée, à condition qu'elle chante en français. Ce sera un tournant. Ses succès disco en anglais sont rapidement adaptés en français. Sing to me mama devient Chante pour nous mama. And Show me you're man enough se transforme en La marche des machos. Ces adaptations trouvent un écho fort auprès du public français et relancent tant pas de sa présence dans les classements. En 1981, un autre grand succès suit. Si, adapté par Didier Barbelivien de sa chanson anglaise I Hope It's Me. La version française se vend très bien, obtenant un disque d'or. Pourtant, malgré ses triomphes commerciaux, Karen est en quête de plus. Elle veut plus de contrôle, plus d'authenticité, plus de participation à ce qui porte son nom. Et quand l'occasion se présente, en 1984, de devenir l'ambassadrice officielle de Disney en France, un rôle qui aurait pu l'amener à une visibilité mondiale, elle prend une décision surprenante. Elle refuse. Lassée d'être enfermée dans une image trop lisse, elle dit non à l'univers aseptisé et aux contraintes commerciales qu'un tel poste imposerait. Ce choix marque un tournant. Libérateur, certes, mais aussi coûteux. Le rôle est alors confié à Dushka Esposito, qui occupe rapidement la place laissée vacante. Les singles suivants de Karen ne rencontrent pas le même succès, et sa relation avec Ibach commence à se détériorer. Elle sort une série de 45 tours. Vive les hommes, maman la plus belle du monde. Et Feelings, une reprise disco de la ballade de Maurice Albert. Mais aucun ne retrouve la gloire passée. Au milieu des années 1980, sa carrière pop s'efface, non pas brutalement, mais lentement, presque silencieusement. Mais Karen ne quitte pas pour autant la vie publique. Elle change simplement de voix. Se réinventant une fois de plus, elle devient animatrice télé, à la tête d'émissions jeunesse comme Vitamine et l'immensément populaire Hugo Délire. Là, elle touche une nouvelle génération. Non plus en tant que chanteuse, mais comme présentatrice télé joviale et professionnelle. Un virage stratégique qui maintient sa place dans la culture pop française tout en masquant son passé de chanteuse à succès. Dans les années 1990, elle va encore plus loin dans sa transformation. Elle abandonne le nom de Karen Cheryl et renaît sous son vrai nom, Isabelle Morizette. En tant qu'Isabelle, elle entame une carrière à la radio, animant des entretiens profonds et intimistes sur Europe 1. Son empathie, son intelligence et son sens de l'écoute sont salués. Elle reçoit artistes, écrivains et penseurs. Une rupture radicale avec sa persona pop. Dans un geste symbolique fort, Isabelle interviewe Karen Cheryl en 2001 dans une séquence mise en scène numériquement, disant au revoir à son double public. C'est à la fois ludique et émouvant. Un rideau tiré sur sa jeunesse, sur son image construite, sur la femme fabriquée par l'industrie. Mais le public, nostalgique, ne tourne pas si facilement la page. Les anciennes chansons de Karen Cheryl continuent d'apparaître dans des émissions rétro. Parfois, elle accepte de chanter à nouveau, souvent à contre-cœur et généralement en playback. Une de ses prestations en 2011, Oh chérie, chérie, dans Été par T80, suscite une vive polémique. Certains ont affirmé qu'elle avait été écartée de Les Années Bonheur pour avoir refusé de chanter en direct. Elle a ensuite démenti cette version,
déclarant qu'elle avait elle-même quitté l'émission à cause du comportement inapproprié de l'animateur. Ce fut un rappel douloureux que, même des décennies plus tard, l'industrie cherchait encore à imposer ses conditions sur son image. Encore plus révélateur fut son refus catégorique de rééditer sa musique. Contrairement à de nombreux artistes qui accueillent à bras ouverts les rééditions et compilations best-of, Karen Cheryl a activement bloqué la publication en CD de ses anciens albums et s'est toujours opposée à toute forme de coffret rétrospectif. Il n'existe que 2 compilations, toutes 2 sorties sans son réel soutien. Pour beaucoup de fans, cette décision était déconcertante. Pour Karen, ou plutôt Isabelle, elle était nécessaire. Elle avait tourné la page. Son passé de star de la pop appartenait à une autre époque et à une autre version d'elle-même. En 1999, elle enregistre un album discret, presque secret, au Québec. Une collection de reprises de chansons françaises avec le groupe Dear Garçon. L'album ne bénéficie d'aucune sortie large. La même année, elle fait un bref retour à la télévision, co-animant les sélections françaises de l'Eurovision et apparaissant dans quelques sitcoms. Mais pour l'essentiel, elle adopte un rythme plus privé. Interviews à la radio, rares apparitions publiques et une ligne claire entre celle qu'elle a été et celle qu'elle est devenue. Le poids des attentes publiques. Dans une industrie obsédée par la jeunesse et la perfection, Karen Cheryl a subi une pression intense pour conserver une apparence irréprochable. Soumise en permanence au regard du public, elle a finalement choisi d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour préserver son image et sa confiance en elle. Les histoires de lifting m'ennuient depuis que j'ai 31 ans, confia-t-elle, laissée par des années de spéculation incessantes. Karen Cheryl a longtemps été au centre des commentaires publics sur la chirurgie esthétique, un sujet qu'elle a abordé avec une rare honnêteté. Sa carrière s'est déroulée dans un milieu où l'apparence fait partie intégrante du métier. En vieillissant sous les projecteurs, les comparaisons entre son image de jeunesse et son apparence évolutive ont alimenté les rumeurs, notamment à partir du moment où son visage changea autour de ses 31 ans. Elle a reconnu ouvertement avoir subi une rhinoplastie et des soins dentaires, précisant qu'elle avait fait refaire son nez et corriger sa dentition. Non pas par pression de l'industrie, mais pour se sentir mieux dans sa peau. C'est vrai que j'ai refait mon nez et mes dents, a-t-elle confirmé, coupant court aux spéculations. Cependant, elle a toujours nié avoir eu recours à un lifting, malgré les affirmations persistantes des médias et les comparaisons de photos avant, après, censées prouver le contraire. Ce n'est pas un lifting, affirmait-elle fermement, mais voir 2 photos de moi côte à côte, ça m'agace. Le moment de sa transformation a contribué aux hypothèses du public. Au début des années 1990, elle adopte une coupe courte et platine, inspirée de Jan Seberg. Ce changement radical, allié à son apparence soignée, pousse beaucoup à croire à des interventions chirurgicales lourdes. Dès lors, chaque évolution de son visage est systématiquement attribuée à la chirurgie, souvent sans preuve. Cheryl oppose à cela sa silhouette naturelle, je fais toujours du 34, et sa discipline personnelle en matière de bien-être, affirmant que son évolution est avant tout personnelle, et non chirurgicale. Elle a également dénoncé les doubles standards imposés aux femmes, exposées au regard public. Dans ses interviews, elle souligne à quel point les femmes sont censées vieillir avec grâce, mais sont critiquées quel que soit leur choix, qu'elles acceptent leur âge ou qu'elles tentent d'y résister. Plutôt que de tout nier ou de se justifier à l'excès, Cheryl a opté pour la transparence. Elle a reconnu ce qui était vrai, rejeté ce qui ne l'était pas, et rappelé que la manière dont on choisit de gérer son apparence est une affaire personnelle et non une obligation publique. La réaction du public a été partagée. Certains ont salué son honnêteté, y voyant une rupture bienvenue,
avec le silence habituel des célébrités autour de la chirurgie esthétique. D'autres ont vu dans sa franchise une contradiction avec l'image naturelle et accessible qu'il avait rendue si populaire dans les années 70 et 80. Mais Cheryl ne s'est jamais présentée comme une icône de la beauté intacte. Elle s'est révélée comme une femme qui s'adapte aux exigences d'un métier impitoyable, tout en tentant de rester fidèle à elle-même. Sa sincérité a contribué à faire évoluer la conversation, des murmures et jugements vers une approche plus compréhensive et nuancée. Protéger son fils des projecteurs. Derrière la personnalité médiatique, elle menait une vie privée, marquée par de profonds bouleversements émotionnels. Au sommet de sa célébrité, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, Karen a vécu une trahison intime qui allait la marquer en silence pendant des années. À cette époque, Karen, alors âgée d'une vingtaine d'années, entame une relation sérieuse avec un avocat international influent et bien introduit. Aux yeux du public, il semblait brillant, cultivé et protecteur. Elle pensait avoir trouvé en lui un homme digne de confiance, à qui elle pouvait confier son cœur et son avenir. Mais comme elle le confiera plus tard en interview, cette confiance était cruellement mal placée. L'homme qu'elle aimait ne s'est pas contenté de manipuler ses émotions. Il s'est immiscé dans ses finances. Progressivement, sous couvert de gérer ses affaires, il a pris le contrôle de ses revenus, de ses économies et même de ses décisions professionnelles. Lorsqu'elle a compris l'ampleur des dégâts, il était trop tard. Cet homme avait vidé méthodiquement la fortune qu'elle avait construite au prix de tant d'efforts. Selon ses propres mots, il a pris tout ce que j'avais gagné par mon travail. Ce n'était pas une exagération. Karen Cheryl s'est retrouvée presque sans rien. La perte financière était totale. Mais le plus douloureux fut sans doute l'effondrement émotionnel que cela déclencha. Pour quelqu'un qui avait travaillé sans relâche depuis l'adolescence, chantant, se produisant, se formant, se promouvant, c'était une trahison bien au-delà de l'argent. C'était une atteinte à son identité même. La femme qui souriait sur scène, sous les projecteurs, faisait, en coulisses, face à un chagrin immense, une humiliation profonde et une perte brutale de sécurité. En public, elle n'en dit presque rien. Aucun scandale dans la presse, aucune interview dramatique. Elle a gardé sa souffrance pour elle et s'est appuyée sur son cercle intime, notamment sa sœur cadette Sophia, pour traverser l'épreuve. « J'ai dû remonter toute la pente », confiera-t-elle plus tard. Et elle le pensait vraiment. Pas seulement sur le plan financier, mais aussi émotionnel et professionnel. Elle a dû reconstruire son estime de soi, sa liberté et son courage. Elle reprend alors le travail avec une nouvelle détermination, accepte des rôles à la télévision et repense sa trajectoire au-delà de la musique. Cette période difficile, rarement évoquée dans les tabloïds, est pourtant devenue l'un des épisodes les plus déterminants de sa vie. Cette épreuve laisse des traces. À partir de là, Isabelle devient bien plus prudente dans sa vie sentimentale. Si elle continue à chercher des relations sincères, elle développe aussi un instinct de protection, un refus de livrer trop facilement sa vulnérabilité. Mais cela ne signifie pas qu'elle s'est fermée à l'amour. Au contraire, la suite de sa vie sera marquée par une forme de tendresse et de stabilité retrouvée. Dans les années 1980, elle entame une relation avec Eric Tubiana, un avocat respecté. Peu d'informations circulent sur leur histoire, en partie à cause de la discrétion d'Isabelle elle-même. Mais ce fut une relation plus sereine, bien loin de la trahison qu'elle avait subie auparavant. C'est toutefois dans les années suivantes qu'Isabelle trouve un lien véritablement durable, non pas dans les cercles du show business, ni dans ceux du droit, mais dans l'univers de l'art et de la littérature. Elle rencontre Jean-Claude Goetting,
illustrateur et romancier reconnu, célèbre notamment pour ses romans graphiques et ses couvertures des éditions françaises d'Harry Potter. Goetting est discret, intellectuel, totalement étranger au monde des célébrités. Avec lui, Isabelle découvre quelque chose de rare, une vie sans caméra, où elle peut être non pas une figure publique, mais simplement elle-même. En juillet 1995, ils accueillent leur fils, Oscar, une naissance qui va discrètement, mais profondément, redéfinir ses priorités. Bien qu'elle et Jean-Claude ne se soient jamais mariés, elle parle toujours de lui avec respect et affection. Nous n'avons jamais été mariés, mais il voit son fils régulièrement. Oscar a 2 parents qui se respectent, expliquera-t-elle un jour. Pas de rancune dans ses propos, ni de mélodrame, seulement une reconnaissance calme d'un parcours parental partagé, fondé sur la compréhension et la bienveillance mutuelle. Oscar est devenu le centre de son univers. Dans plusieurs interviews, Isabelle a évoqué la joie des moments simples, préparer le petit déjeuner ensemble, l'accompagner à l'école, écouter ses questions pleines de curiosité évoluer au fil des années. Leur relation était fusionnelle, parfois intensément. Elle l'a décrit comme profondément connectée, mais orageuse par moments, reconnaissant les confrontations émotionnelles qui peuvent survenir entre 2 personnalités fortes. À mesure qu'Oscar grandissait, il affirma son indépendance, allant jusqu'à s'installer, adolescent, dans une autre partie de la maison familiale. Il s'est orienté vers des études en conception d'algorithmes et s'est passionné pour la musique, produisant finalement des morceaux électroniques sous le pseudonyme Aglaya. Dès le départ, Oscar a clairement exprimé son refus de vivre dans l'ombre de la célébrité de sa mère. Il privilégiait l'anonymat, et Isabelle a respecté ce choix pleinement. Elle n'a jamais publié de photos de lui, ni partagé de détails sur sa vie d'adulte. Un choix né de sa conviction que la célébrité ne devrait jamais être un héritage, mais un choix personnel. Sa vie lui appartient, a-t-elle déclaré. Cette position, rare dans le milieu artistique, souligne son désir de tracer une frontière nette entre vie publique et vie privée. Ce n'est qu'en 2002 qu'Isabelle, alors âgée de 46 ans, choisit de se marier, pour la première et unique fois. Son mari était Jérôme Bellet, journaliste et cadre éminent des médias, alors directeur d'Europe 1, station où Isabelle entamait une nouvelle étape de sa carrière à la radio. Bellet, déjà marié 3 fois et père de 3 filles, trouve en Isabelle bien plus qu'une compagne. Une véritable égale intellectuelle. Tous 2 partagent un amour des mots, des échanges en profondeur, et surtout une volonté de préserver une vie privée riche de sens. On m'a demandé en mariage de nombreuses fois, a-t-elle confié au Figaro. Mais je n'ai dit oui qu'à lui. Il était mon premier, mon seul et mon dernier. Dans un monde de déclarations spectaculaires et de romances mises en scène, ces mots sonnaient d'une sincérité rare. Leur relation repose sur les routines du quotidien, des matins tranquilles, de longues conversations autour d'un café, des livres partagés et un profond respect mutuel. Loin des tapis rouges, leur mariage est fondé sur la simplicité et la confiance. Aujourd'hui, Isabelle vit loin du tumulte de la célébrité. Elle n'accorde que peu d'importance à la presse à scandale, évite les discussions sur sa fortune ou ses biens, et ne parle de sa vie privée que lorsqu'il s'agit de corriger des informations erronées. Elle préfère se consacrer à la lecture, la cuisine, la musique, et autant passer avec les personnes en qui elle a confiance. Elle ne regrette pas la célébrité qu'elle a laissée derrière elle. Elle est reconnaissante de la liberté que cela lui a offerte pour se réinventer. Karen Cherry l'a peut-être été autrefois la petite chérie de la pop française, mais derrière les chansons entraînantes et les lumières vives de la télévision, se cachait une femme confrontée au chagrin, à la trahison, à la renaissance et au coup silencieux de la célébrité. Aujourd'hui, septuagénaire, vivant en tant qu'Isabelle Morizet, elle a choisi la paix plutôt que la popularité, mais non sans cicatrices.
Avez-vous été surpris par les épreuves qu'elle a gardées secrètes si longtemps? Pensez-vous que des stars comme Karen Cheryl sont traitées équitablement lorsqu'elles s'effacent du devant de la scène? Dites-le nous en commentaire. Et si son histoire vous a touché ou ouvert les yeux, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres vies cachées derrière la célébrité.